Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome spécialisée en nutrition et autrice. J'anime ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard, sur invitation de Darwin Nutrition. Aujourd'hui, pour le 25e épisode, nous vous proposons un numéro un peu spécial puisque nous allons répondre aux questions des auditeurs reçues depuis quelques mois. C'est Mathieu qui va être votre porte-parole et me poser les questions les plus fréquentes que nous avons reçues. Bonjour Mathieu. Bonjour Louise. Et j'ai hâte de voir dans quel ordre tu vas me poser les questions. Quels sont tes conseils d'aliments sains mais délicieux ? Alors je dirais les graines de chia. On dit bien chia et pas chia parce que la botanique ne chie pas. Les graines de chia sont très riches en oméga 3 et je fais très souvent des sortes de pudding de chia. Je mets à tremper des graines de chia avec du lait végétal. Et une heure après, ça a pris, ça remplace un yaourt et je mets des fruits par-dessus, de la compote. Donc le chia, j'aime vraiment beaucoup ça et c'est bon pour la santé. J'ai toujours adoré l'avoine le matin en porridge. Dans mes aliments, alors il y a beaucoup de légumes que j'adore, mais j'aime en particulier le fenouil et la châtaigne. Donc ça, je les cuisine beaucoup et voilà, je pense qu'ils sont sains et assez délicieux. La purée d'amandes que les enfants aussi adorent. Complète, crue de préférence, qui a un très bon gras et qui fait qu'on peut avoir des goûters et des petits déjeuners assez gourmands. Le houmous aussi, qui fait partie de notre quotidien, qui est vraiment un aliment à la fois sain et délicieux, à mon goût. Et je pense aussi au jus de grenade. Alors les jus, c'est pas les aliments les plus sains qui existent, mais c'est vrai que pour avoir une boisson autre que du sirop, quelque chose de très sucré, en général, ce qu'on fait aussi pour les enfants, c'est peut-être un 5e de jus de grenade et puis de l'eau ou de l'eau plate ou de l'eau gazeuse avec et c'est très bon à boire frais, surtout l'été. Quelles sont tes 3 habitudes nutri du quotidien ? Si je dois en choisir 3, alors je pense tout de suite aux légumineuses encore une fois et aux céréales complètes à faire tremper. Donc il y a toujours quelque chose qui trempe dans la cuisine, que ce soit de l'épeautre, des lentilles, des haricots, des pois chiches. Je fais toujours tremper 1, 2, 3 jours. Je sais pas trop forcément ce que je vais faire à l'avance avec, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui trempe, donc je dirais faire tremper. Il y a aussi le four qui 2 fois par semaine va tourner pour le pain et que je vais remplir pour l'occasion. Tant qu'à chauffer le four, je mets avec des légumes pour avoir des légumes rôtis, éventuellement un gâteau, mais en tout cas, j'allume le four, peut-être un petit peu comme on faisait dans le temps quand on allumait le four le dimanche pour le pain chez le boulanger et puis on en profitait pour cuire d'autres aliments. Là, c'est pareil. Quand j'allume le four, j'essaye de cuire beaucoup de choses en même temps. Et une autre habitude que j'ai fini par prendre, que j'aime beaucoup, c'est les cuissons lentes. Donc, dans des cocottes en fonte, faire cuire très lentement des légumes dans un fond d'huile d'olive avec pas mal d'épices. Je mets toujours un peu les mêmes, carvi, coriandre, poivre rose et cumin. Dans ce style-là, et puis après je mets une couche d'oignons et puis pas mal de légumes de saison, des champignons, pas mal d'herbes aussi, type thym, ortie, romarin, et ça va cuire très doucement, c'est-à-dire qu'on peut les lancer à 9h le matin, penser à autre chose, les mettre sur 2, et ça va cuire 2 à 3 heures facilement. C'est un peu comme le trempage qui est finalement une cuisson très très lente, mais c'est comme ça, gagner du temps presque en faisant des cuissons très lentes à l'avance et en faisant tremper à l'avance. Quand est-ce que tu me refais un gâteau ? Cet après-midi, si on finit à temps. Et donc, comment puis-je réduire ma consommation de sucre ? Alors, je dirais déjà en douceur. C'est une question qui revient souvent dans les accompagnements aussi que je fais. C'est pas vouloir, comme la viande, tout arrêter du jour au lendemain, mais se fixer des petits paliers, des petits pas, des choses qui sont faisables. Il y a déjà les traquer dans ce qu'on appelle les aliments ultra transformés, les traquer dans les étiquettes quand vous achetez quelque chose. Il y a les analyses nutritionnelles et il y a glucides dont sucre. Et regardez, voilà, un yaourt avec plus de 15 grammes de sucre ou des gâteaux avec plus de 20 grammes de sucre, c'est déjà énorme. Donc il y a déjà à apprendre à lire ces étiquettes-là. Moi, j'ai toujours divisé par 2 systématiquement les quantités de sucre qu'on donne dans une recette de gâteau, bien que maintenant, il y a de plus en plus de livres qui sortent avec déjà des quantités très adaptées. Et après, c'est vraiment d'y aller en douceur, se dire ça va peut-être prendre 3 semaines, peut-être 6 mois. On dit que le sucre est une drogue. D'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à l'épisode qu'on a fait sur ce sujet. Et donc, c'est quand même se déshabituer peut être quand même assez long et difficile. Il y a aussi remplacer par des meilleurs sucres, c'est-à-dire commencer aussi peut-être par utiliser
commencer par utiliser des sucres complets, marrons, du miel. Peut-être qu'on en utilise aussi moins parce que ça a aussi un très fort goût. Moi, je mets un peu de cannelle, toujours aussi dans les gâteaux, dans certaines boissons, parce que ça donne un goût aussi doux et ça permet de réduire le sucre. Quel est l'impact des aliments transformés sur la santé ? C'est justement ce fameux épisode auquel on peut envoyer les auditeurs sur les UAT, ou AUT en français, aliments ultra transformés. Moi, en tournant l'épisode avec Anthony Fardet, j'ai vraiment compris là que ce qui était important, alors lui il prend la métaphore de la voiture, du véhicule, et il dit c'est aussi important les passagers dedans, les nutriments dedans, que le véhicule autour. C'est-à-dire que si vous allez justement prendre le sucre présent naturellement dans un fruit ou même à la limite dans un légume en quantité très faible ou dans une céréale, il va être bien meilleur pour la santé et mieux assimilé que si c'est du sucre qu'on a arraché de la betterave, on le comprend intuitivement, hein, et remis ensuite dans justement un aliment ultra transformé. Donc c'est aussi se nourrir au maximum de produits bruts, peu transformés, faire les transformations soi-même, même des transformations toutes simples, hein, mais essayer de partir au maximum de produits bruts pour éviter tous les méfaits des AUT. Comment augmenter ma consommation de légumes ? Alors ce que j'ai un peu lancé aussi et pas mal avec les enfants, c'est à l'heure de l'apéritif, de faire des légumes crus à tremper dans justement du houmous, de la tapenade, du yaourt avec du curry, donc voilà, des branches de céleri, des tranches de concombre, enfin surtout aussi prendre ceux qui vous font plaisir, ceux que vous aimez, pas se forcer à manger d'ailleurs des légumes qu'on n'aime pas. Cette notion de plaisir, on y revient souvent dans ce podcast, mais elle est vraiment importante. Donc il y a vraiment ça, déjà croquer des légumes crus. Il y a ces cuissons lentes et je trouve qu'ils font un peu confire les légumes, qui font que c'est vraiment très bon ensuite. Quand on a fait confire des légumes dans la casserole en fonte, de pouvoir ensuite les goûter. C'est un peu comme quand on les met dans le four aussi, j'en parlais. Ça fait avec un peu d'huile d'olive, c'est un peu de thym. C'est vraiment une façon agréable de les manger. Et puis nous, l'été, on mange aussi énormément de salades à partir de énormément de légumes différents, en faisant des sauces aussi avec beaucoup de goût et des sauces variées. Comment est-ce que je peux manger assez de protéines avec un régime végétarien ? C'est la fameuse alliance entre les céréales et les légumineuses, et puis l'importance de ces aliments qui sont les légumineuses, qu'on ne sait pas forcément comment cuisiner, mais qui sont très précieuses. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans les contes, dans les légendes, parce que c'est un des premiers aliments, les légumineuses, qu'on a su aussi cultiver. En tout cas, dans la sphère méditerranéenne. Jacques et le haricot magique, d'ailleurs, ça parle bien de ça, les haricots magiques qu'il échange d'ailleurs contre une vache. Donc on voit bien l'équivalence qu'il y a ici. L'alliance légumineuse-céréales permet d'avoir les 20 acides aminés, si on veut être scientifique, les 20 acides aminés qui constituent les protéines, ce qu'on retrouve aussi dans la viande ou le poisson. Si on consomme donc une belle diversité, une belle ribambelle de céréales et de légumineuses, on a largement toutes les apports protéiques dont on a besoin. Ça signifie quoi concrètement ? Donc les céréales, ça va être donc évidemment les pâtes, tout ce qui va être pâtes à base de blé. On trouve de plus en plus des pâtes à partir d'autres types de céréales, à base de riz, même à base de légumineuses. Après, il y a tout ce qui va être épeautre, maïs. Et puis, ça va s'allier donc avec des légumineuses comme les haricots, justement, les pois chiches, les lentilles, les haricots de toutes les couleurs d'ailleurs, le soja, le tofu. Et dans les cuisines millénaires, on retrouve ces alliages. Par exemple, chez les Amérindiens, ce sera le maïs avec les haricots rouges. En Amérique du Nord, ça va être la semoule de blé dur avec le pois chiche. En Asie, ça va être plutôt le riz avec le tofu. Donc chaque culture, dans sa culture culinaire traditionnelle, a déjà ces alliances-là. Quels sont les véritables risques de carence en France et les compléments alimentaires qui peuvent être vraiment nécessaires ? Alors moi, je rappelle, je suis pas médecin quand même, hein, je vais parler du fruit de mon expérience. On a aussi fait un épisode très récemment avec Louise Talleux, qui est pharmacienne, hein, sur ces sujets, donc vous pouvez aussi le réécouter pour avoir une réponse plus complète. Mais les risques de carence, et d'ailleurs qu'on soit végétarien ou pas, peut-être qu'on a un tout petit peu plus de risque de carence quand on est végétarien en fer, mais sinon, c'est globalement à l'échelle de la population nationale. Il y a les oméga 3, donc j'en parlais parce que j'ai commencé avec les graines de chia. Donc on peut se supplémenter en oméga 3
On peut maintenant même trouver des suppléments d'oméga 3 qui sont synthétisés à partir d'algues, donc qui vont très bien aussi à des végétariens. Parce que sinon, les oméga 3, on les trouve naturellement plutôt les oméga 3 à longue chaîne, on les trouve dans les poissons et dans le règne végétal, dans les graines de lin, le colza, c'est plutôt des oméga 3 à courte chaîne qu'il va falloir qu'on continue, nous, de travailler dans notre corps. Donc, ils sont pas forcément encore complets, pour faire simple. Mais déjà, il y a manger cette diversité d'huile, noix, lin, colza, manger des poissons et puis éventuellement se supplémenter avec le complément qui vous convient si vous êtes végétarien ou pas. Ensuite, il y a tout ce qui peut être fer. Donc ça concerne plutôt les femmes avec les règles tous les mois et les pertes de sang, donc potentiellement des carences en fer. Donc là aussi, ça peut être... il y a plein de formules de fer différentes, plus ou moins tolérées. Il y a aussi, je crois qu'il y a une question, on y reviendra, des aliments qui sont particulièrement riches en fer qu'on peut prendre. On est tous aussi carencés en vitamine D l'hiver, donc ça, de toute façon, en général, c'est prescrit par le médecin. C'est mieux de prendre quelques gouttes tous les jours, c'est ce que Louise Talleux disait aussi, que de se supplémenter une fois pour toutes tous les 3 mois. Et puis, il y a éventuellement aussi les carences en magnésium, dont Louise Talleux parlait également. Donc ça, on peut aussi se complémenter et essayer de manger des aliments qui sont riches en magnésium. Après, si on a une belle diversité alimentaire, normalement, on limite les carences, même en étant végétarien. C'est les 3 piliers de notre podcast, c'est vraiment ça, c'est diversité, plaisir et végétalisation. Et la diversité fait que normalement, on apporte aussi un bel éventail de minéraux et de vitamines. Est-ce qu'il vaut mieux prendre 2 gélules d'oméga 3 ou une gélule d'oméga 6 ? Il vaut mieux prendre 2 gélules d'oméga 3 parce que normalement on a besoin d'un rapport en oméga 3 oméga 6 qui aujourd'hui est complètement déséquilibré vers les oméga 6. On mange beaucoup trop d'oméga 6, donc il faut largement mieux prendre 2 gélules d'oméga 3 qu'une d'oméga 6. Comment est-ce que tu fais pour remplacer les produits laitiers ? J'ai attaqué là-dessus les puddings de chia. Donc ça c'est vraiment, j'adore faire ça. Prendre vraiment des graines de chia, mélanger, laisser poser 1 heure. Et voilà, il y a un dosage, je mets à peu près 1 ou 2 cuillères à café dans un demi-verre et puis ça prend, si ça prend pas assez, je remets un peu de graines, si ça prend trop, je remets un peu de lait. Tu mets quoi, du chia et juste de l'eau ? Du lait végétal, ça a vraiment cette consistance parfaite après pour ajouter de la compote, des fruits, s'en servir comme un yaourt. Parfois je fais des yaourts d'avoine, donc il y a la recette dans mon livre sur les fermentations. Il suffit de mixer des flocons d'avoine avec de l'eau. Quand il fait chaud, comme l'été, on les laisse fermenter 24 heures et ça prend une consistance et un goût de yaourt qui est très particulier. Moi, je mets un tout petit peu de vanille et un tout petit peu de sucre complet pour adoucir. Et l'hiver, on peut le mettre tout simplement sur le radiateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, ces yaourts d'avoine. C'est une question d'habitude, encore une fois, les produits laitiers. C'est vrai qu'on peut être très, très drogué au fromage, au yaourt. L'idée, c'est peut-être pas d'arrêter complètement, mais de diminuer, d'avoir une diversité aussi dans les espèces animales qui les fournissent, et de prendre aussi chèvres et brebis et pas que vaches. Mais l'idée, c'est peut-être de diminuer beaucoup sans forcément arrêter complètement. Et il y a quelque chose qu'on fait aussi pas mal, c'est de mettre du tofu lacto-fermenté ou du tofu tout simple en petits morceaux dans les salades à la place de la feta. Comment éviter le gaspillage et utiliser les restes de manière créative ? Alors oui, effectivement, on dit que beaucoup, je crois que c'est l'équivalent de 30 kilos par ménage qui partent à la poubelle chaque année en termes de restes, de gaspillage, donc c'est une question quand même assez intéressante. Alors on fait beaucoup tout simplement, tout d'un coup, au bout de 2-3 jours, un repas avec un peu tous les restes, en rajoutant quelque chose pour faire une assiette équilibrée. Je sais pas si on a un reste de soupe, un reste de salade, on va faire un petit féculent avec, on essaye de composer quelque chose avec tous les restes. Quand j'ai un reste aussi, souvent, je peux faire que ce soit un reste peut-être à base de haricots ou une soupe épaisse, je peux m'en servir pour faire une sauce pour les pâtes. Et aussi, parfois, je fais des galettes. Si j'ai un reste de quinoa et puis quelques petits légumes qui traînent, je mets de la farine de pois chiche, des œufs, et puis je mélange tout ça et je le fais comme une espèce de grosse galette épaisse qu'on va manger comme ça et qui contiendra quelques restes. Quels sont les meilleurs aliments pour avoir un bon système immunitaire ? Alors, on a fait aussi un numéro sur le sujet avec Thierry Soucard. Vous pouvez réécouter. On avait fait ça au moment du Covid. Donc, vous pouvez réécouter pour avoir aussi plus de détails. Encore une fois, la notion de diversité est très importante. Beaucoup de végétaux aussi pour avoir des antioxydants, des vitamines. Donc, on revient sur nos piliers, diversité
végétal et plaisir, parce que je pense que le plaisir aussi est très bon pour le système immunitaire, donc manger aussi des choses qui vous font plaisir. Louis Stalleux parlait aussi des compléments alimentaires à base d'échinacées, donc nous on en fait une cure 1 ou 2 fois par an. C'est la racine d'une plante qui permet de booster un petit peu le système immunitaire, par exemple au changement de saison. Et puis nous on mange aussi du curcuma frais, parce que c'est un puissant antioxydant qui concourt derrière aussi au système immunitaire. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pour ça que j'en ai pas parlé au début quand tu m'as demandé quels sont les aliments sains et délicieux qui existent. Le curcuma, je trouve ça assez mauvais, donc en fait j'en mets pas dans les recettes parce que je trouve que ça gâche un peu le goût. Mais par contre, juste croquer comme ça un petit morceau de rhizome avec autre chose juste derrière, ça passe. Oubliez pas de poivrer un peu parce qu'on l'a dit aussi, je pense, dans un épisode, mais le poivre permet de mieux absorber le curcuma. Merci du conseil. Avec plaisir. C'est quoi la composition de l'assiette idéale ? Il y avait une sur l'huile avant ? Oui. Comment cuisiner des repas riches et savoureux sans utiliser trop d'huile ? Alors, utiliser d'huile, c'est pas un problème en soi. Au contraire, les repas riches et savoureux sont en général composés de pas mal d'huile. L'idée, c'est de choisir des bonnes huiles, donc déjà des huiles plutôt bio, ce qu'on appelle première pression à froid. Utiliser l'huile d'olive qui est riche en antioxydants, peut-être plus pour les cuissons et un peu pour les sauces, et puis avoir un équilibre avec aussi l'huile de colza qui va être plus riche en justement précurseurs d'oméga 3. Nous, on utilise beaucoup l'huile en fin de cuisson, donc pas forcément faire revenir les légumes dedans, mais les mettre à la fin sur les légumes cuits. Donc on utilise plutôt l'huile de façon crue, que ce soit dans les salades ou justement les produits cuisinés sur lesquels on va rajouter de l'huile, sachant que les bons gras sont pas seulement dans l'huile, j'élargis un peu la question. Évidemment, les bons gras, on va les retrouver dans tout ce qui va être oléagineux, qui sont vraiment des très bons produits aussi, amandes, noix de Grenoble évidemment, noisettes, qui viennent d'un peu plus loin, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil. Donc tout ça, c'est vraiment des aliments aussi qui ont des bons gras, qui ont des compositions variées, mais qui vont aussi avoir des bons gras et des minéraux intéressants. Et on a aussi de l'huile dans les graines, donc graines de chia, graines de lin qui sont riches en oméga 3, graines de sésame, graines de courge, graines de tournesol. J'en mets souvent beaucoup dans le pain aussi, de ces petites graines, pas celles qui sont riches en oméga 3 parce qu'elles supportent pas la cuisson, mais plutôt tout ce qui va être tournesol, courge dans le pain ou dans des mélanges un peu apéritifs avec d'autres graines. Et c'est quoi la composition de l'assiette idéale ? Alors on pourrait penser à une assiette idéale d'hiver et d'été. Donc d'hiver serait peut-être le minestrone. Je pense que j'ai déjà aussi donné la recette à cette antenne. La recette du minestrone est dans le dernier livre que j'ai écrit avec mon amie Hélène sur les fibres. Je vais justement faire tremper peut-être 5 à 10 légumineuses et céréales différentes. Haricots rouges, épeautres, avoine, pois chiches, lentilles, lentilles blondes, lentilles roses. Ensuite, je vais les faire tremper 1 ou 2 jours, je les égoutte et je cuis dans une grande soupière toutes ces légumineuses et céréales égouttées avec plein de petits légumes de saison coupés fins et plein d'épices, plein d'aromates pour que ce soit vraiment très très goûtu. Et puis si c'est pas la saison des tomates, un bocal de tomates à la fin. Et sur cette assiette, on va rajouter du gras au moment de servir, donc éventuellement un peu de fromage ou de la levure, de l'huile d'olive, de l'huile de colza et peut-être un petit peu de persil ou de roquette, du parmesan si on est gourmand. Et puis peut-être des graines de chia pour enrichir en oméga 3, ce serait peut-être la recette idéale d'hiver. Et d'été, on pourrait dire une salade ou une assiette composée, par exemple de cuir à soupe de lentilles, quelques tranches de légumes type poivron, tomate, concombre, céleri branche, des herbes type basilic, romarin, coriandre, un peu de fromage si on a envie, un peu de feta ou un peu de tofu ou un petit peu de quinoa cuit à côté des lentilles et arroser tout ça aussi d'huile crue, donc olive, colza, quelques graines et de quelques herbes. Donc c'est une assiette où on a à la fois des légumineuses, des céréales, des légumes, éventuellement des fruits, pourquoi pas, on pourrait mettre un peu de grenade dans cette dernière assiette, pas mal d'huile crue et puis des graines, voilà. Et quels sont les aliments riches en fer pour les végétariens ? Ah oui, on en parlait tout à l'heure. On a vraiment, oui, alors le fer on a vraiment, et on a raison de le croire, la croyance que c'est beaucoup dans les produits animaux, dans le sang, mais il y en a aussi beaucoup quand même dans les produits végétaux, dans les légumineuses, dans les noix, dans le tofu, je pense particulièrement, dans les légumes feuilles verts. Mais c'est ce qu'on appelle du fer non héminique, donc il est plus difficile à absorber et ce qu'il faut c'est
éventuellement manger de la vitamine C en même temps pour améliorer l'absorption. La vitamine C, il y en a dans tous les fruits, Donc je sais par exemple que une figue, j'ai toujours ça en tête, une figue, il y a du fer dedans, et si on la prend par exemple avec une orange au goûter ou le matin, on va favoriser l'absorption du fer au niveau de l'intestin grâce à cet apport de vitamine C. Et à l'inverse de ça, le thé, le café, chélate, ce qu'on appelle chélate les minéraux, donc empêche les minéraux d'être absorbés. Donc il y a aussi éviter de boire du thé pendant les repas. Moi j'ai 2 questions. Mais je t'en prie. Ah, c'est cool. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont anti-stress ? Alors des aliments, je sais pas. Je reviendrai sur ce principe de plaisir. Peut-être les aliments qu'on aime manger. Des compléments alimentaires. Et je pense en particulier à la valériane, la passiflore. Et je pense aux tisanes. Moi, c'est beaucoup par les tisanes que je régule ce stress. C'est justement avec l'aubépine et le tilleul. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tous les épisodes qu'on a enregistrés ? J'ai beaucoup aimé les derniers, à croire qu'il y a peut-être une progression. Donc, j'ai vraiment aimé enregistrer les 2 derniers, avec Louise Talleux sur les compléments alimentaires, avec Hélène, qui est mon acolyte depuis toujours sur l'écriture des livres, sur les fibres. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2-là. J'ai bien aimé aussi celui qu'on avait déjà fait tous les 2 sur la permaculture, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et de faire le lien entre permaculture et cuisine, ça m'avait beaucoup inspiré. Et j'en ai ensuite reparlé dans différentes conférences. Eh ben super, merci pour tout ça. Merci Louise. Merci de m'avoir posé tes questions et les questions des auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci à Louise de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Merci à Mathieu aussi. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast. À très bientôt.